Vous voilà dans le module M017 qui va permettre de rentrer dans le processus ROC et notamment de rentrer dans le détail du sous-processus de la mise en œuvre des cells AMC, donc pour un éditeur de logiciel. Ce module est donc un module du domaine de la facturation établissement et est destiné aux collaborateurs qui travaillent dans ce domaine. L'objectif de ce module, c'est d'utiliser NoSFG pour implémenter le processus ROC, de connaître les différents cells AMC et leurs usages, et d'identifier les différents contextes qui vont influer sur le processus pour dépiler tout le processus complet de l'usage de ces cells AMC. Il est nécessaire pour comprendre ce module d'avoir visionné et compris les notions abordées dans les modules M015 et M016. Le processus ROC est d'ailleurs incomplet si on ne regarde que ce module mise en œuvre des cells AMC. Si vous voulez le processus ROC complet, il vous faudra également regarder le module M018 qui lui va traiter de la création des factures DRES et gérer les retours envoyés par l'assurance maladie et comment les traiter d'un point de vue éditeur de logiciel. Ce module s'appuie sur une formation destinée aux éditeurs de logiciels établissements qui a eu lieu en septembre 2022. On a posé toutes les briques sur le dispositif, à quoi ça servait, les grandes notions clés. Et maintenant, on va rentrer dans le processus fonctionnel de ROC et on va raccrocher à la structuration de nos SFG. Nos SFG, c'est fiabiliser et facturer la part complémentaire avec le dispositif ROC. On va d'abord avoir ce qu'on appelle nous PG, qui est la présentation générale du dispositif, où on va retrouver, donc je vous en ai parlé, les abréviations, les concepts, un rappel, en fait, ce que vous trouvez dans cette présentation, à quoi servent les cells AMC, et tous les grands principes pour comprendre le dispositif. En plus de ce document PG, on va avoir un document CEL, donc qui est mettre en œuvre les téléservices, les cells AMC. Donc, ce document CEL, c'est l'échange avec les téléservices, donc comment toutes les étapes à faire pour qu'on puisse échanger et comment on traite ces réponses. Et puis, on va avoir un document TR qui est transmettre la DRE et traiter les retours. Donc, lui, qui gère les échanges avec les chaînes de facturation, donc là les chaînes de facturation normalisées, dont on a parlé au tout début, donc avec la DRES et les RSP en retour, donc les 908R et le 578R. Je vais d'abord vous détailler le processus mettre en œuvre les téléservices. Donc ce processus va être constitué de plusieurs sous-processus. Le premier, c'est IOD, donc pour obtenir l'information de l'ouverture des droits d'un bénéficiaire de soins. Ce processus va être en interaction avec l'annuaire AMC, puis avec le cell AMC IDB. Après, on va avoir, donc potentiellement, il est en facultatif parce que c'est aussi en séjour, on va pouvoir, si besoin, calculer et simuler l'information du montant potentiellement remboursable par l'AMC. Donc là, pareil, on va avoir un échange avec l'annuaire AMC, puis avec le service SIM. On va préparer la sortie du bénéficiaire de soins, donc ça c'est aussi en séjour, avec l'annuaire AMC et SIM, et on va obtenir l'engagement de l'AMC dans notre dernier sous-processus de mise en œuvre des téléservices. Donc l'engagement, c'est échanger avec l'annuaire et échanger avec le cell AMC CLC et éventuellement avec le cell AMC DEL. En séjour, on va a priori dérouler ces 4 sous-processus et au moins 3 d'entre eux, parce qu'on peut faire une simulation, mais pas dans tous les cas. Par contre, IOD, PSO et ENG, ils seront systématiquement à faire. Par contre, quand on venait en acte et consultation externe, on aura juste à faire le sous-processus IOD et le sous-processus ENG. Donc ça, c'est pour ça qu'on avait parlé du domaine conventionnel ACE et séjour. On n'a pas les mêmes sous-processus à utiliser
Donc, le sous-processus, obtenir l'information de l'ouverture des droits du bénéficiaire. On va commencer par acquérir les informations du bénéficiaire qui sont nécessaires avant d'appeler le CEL-AMC IDB et les autres CEL-AMC. Donc pour ça, on va récupérer des données qui sont acquises via le système de facturation AMO d'une part, et on va aussi acquérir les informations AMC à partir du data matrix de l'attestation harmonisée dont on a parlé déjà et qui est un des outils du dispositif ROC. Une fois qu'on aura récupéré ces informations, on va pouvoir acquérir des informations aussi sur le contexte AMC. Ça veut dire des données de l'établissement demandeur, le contexte AMO, le domaine d'activité agrégé. Ça, c'est une nouveauté aussi de la V2, hein, le domaine d'activité agrégé qui sera à mettre en œuvre. Et puis après, on va solliciter l'annuaire. En gros, l'annuaire, ça sera pour déterminer l'URL à appeler avant d'appeler le service IDB. L'annuaire AMC, pour revenir dans le détail, il va permettre, donc, ça je vous l'ai déjà dit, d'obtenir les adresses d'appel des web services. Donc là, je le détaille une fois, mais pour la suite, ça sera la même chose. Il va aussi permettre de déduire le statut de l'AMC par rapport au dispositif ROC. Donc, ce statut va permettre de faire le sous-processus suivant que je vais vous présenter, qui est l'habilitation à faire des échanges ROC ou non. Le statut de l'AMC, il va avoir, en fait, si on a un code retour 1 ou 2, ça veut dire que l'AMC va être démarré ou habilité. S'il y a un code retour 5 ou 7, c'est que l'AMC est démarré sous surveillance. Et si on a un code retour 9, et là c'est un code ça sera associé à un code de type KO, il n'y aura pas d'adresse. Et donc là, en fait, ça veut dire que c'est non démarré quand c'est des types KO 11 et 12. Donc ça va être important pour savoir, pour le sous-processus suivant, on va y revenir. On va aussi, grâce à l'annuaire AMC, savoir si on est dans la bonne version de service pour les échanges. C'est-à-dire que là, on est sous une phase de transition. On va déployer la V2. La V2 va être déployée au fur et à mesure chez les AMC et puis chez vous, éditeurs. Si un AMC n'a pas encore déployé la V2 et qu'il est en V1, il va vous faire un retour avec un code retour 9 et un code KO 13. Et donc là, dans ce cas-là, il faudra réinterroger en version précédente si vous êtes donc ça marche en deux. Ça ne fonctionnera pas pour les cliniques privées qui ont intégré uniquement la version 2, mais pour les hôpitaux publics, et les PNL, ça sera possible. Donc on a récupéré les droits du bénéficiaire de soins à MOMC, on a récupéré les informations du contexte de facturation, on a interrogé l'annuaire, et donc là on va gérer les habilitations des établissements et des AMC pour savoir si il est possible. Donc on récupère le statut ROC et on va savoir s'il est possible de faire des échanges en fonction des statuts ROC de l'AMC et de l'établissement. Donc en fait, un établissement peut être dans le dispositif ROC, mais peut être sous surveillance. Si un établissement est sous surveillance, il ne va pouvoir transmettre avec un AMC que si celui-ci est habilité et que si cet AMC habilité est un AMC qui est partenaire de sa phase sous surveillance. Dans tous les autres cas, l'ETS sous surveillance ne va pas pouvoir envoyer des flux ROC. C'est-à-dire que forcément, si l'AMC n'est pas déployé en ROC, là c'est normal, personne ne peut faire d'échange. Si l'AMC est lui-même sous surveillance, un établissement sous surveillance ne pourra pas être associé. Voilà, donc il n'y aura pas d'échange ROC non plus. Donc voilà, on est vraiment dans le dernier cas où un établissement sous surveillance va échanger des flux ROC avec un AMC qui est habilité ROC et qui est partenaire de cet établissement. Quand l'établissement aura finalisé sa phase sous surveillance, il sera habilité. Et à ce moment-là, l'établissement pourra émettre des flux avec tout AMC qui aura lui-même été habilité. Et il pourra aussi faire des flux avec des AMC sous surveillance,
dans la mesure où il est partenaire de cet AMC sous surveillance. S'il n'est pas partenaire de cet AMC sous surveillance, il n'y aura pas d'échange ROC non plus. Donc là, c'est vraiment pour la phase de déploiement que ces habilitations sont importantes. Donc ça, c'était déjà mis en œuvre dans la V1 pour la V2. C'est le même principe, il n'y a rien qui change, on reste sur la même philosophie. Donc voilà pour la gestion des habilitations entre ETS et AMC. Après, quand on aura fait ces 4 étapes, on va pouvoir solliciter le service IDB. Donc pour solliciter le service IDB, on va préparer la demande, émettre la demande, exploiter la demande. Et donc, à quoi va nous servir ce service IDB? Il va servir à récupérer, comme son nom l'indique, des informations sur le bénéficiaire de soins. Donc, c'est-à-dire déjà, est-ce que ce bénéficiaire de soins est reconnu par l'AMC ou non? Parce que, voilà. Après, est-ce que les droits de ce bénéficiaire de soins, donc s'il est reconnu, sont valides à la date des soins? Et est-ce que, en termes de garantie, on va avoir le top absence de RAC soins qui va dire oui ou non. Donc là, c'était la notion clé 7, il me semble. Et donc, cette notion va dire, est-ce que c'est pris en charge, est-ce qu'il y a un reste à charge, un éventuel reste à charge pour le bénéficiaire de soins, ou est-ce qu'il n'y en aura pas? Les informations issues de IDB vont aussi permettre d'avoir des informations sur l'AMC. On va avoir l'information sur la structure juridique AMC signataire du contrat, sur le contact AMC pour que l'établissement puisse éventuellement communiquer avec lui, et sur le contact AMC pour le bénéficiaire de soins, que l'établissement peut transmettre au bénéficiaire de soins. Il peut y avoir aussi de manière facultative des critères d'appel à l'annuaire, ce qu'on appelle pour le web service suivant. Mais ça, c'est pas forcément systématiquement renseigné. Donc sinon, on rappelle l'annuaire avec les critères issus du data matrix de l'attestation harmonisée. Donc ce sous-processus IDB, je le rappelle, est systématique, quel que soit qu'on soit en ACE ou en séjour. Voilà pour le processus IOD. Donc, quand on a fait toutes ces étapes, on a les informations sur les droits du bénéficiaire. Après, on va pouvoir faire éventuellement, quand on est en contexte de séjour uniquement, une simulation pour obtenir le montant potentiellement remboursable par l'AMC en cas de tiers payant. Ce sous-processus, il est déclenché en cas de présence de reste à charge potentiel, enfin éventuel. On va du coup, pour pouvoir simuler des montants, il faut savoir de quoi on parle. Donc, il va falloir acquérir des informations sur les prestations. Donc, à ce stade, on est sur des prestations qui peuvent être réalisées, mais quand on est en préadmission ou à l'admission, en général, ce sont des prestations prévisionnelles. Donc, la plupart d'entre elles peuvent ne pas être réalisées par la suite. Là, on est vraiment sur du prévisionnel. On va donc acquérir un certain nombre d'informations sur ces prestations, donc des informations générales de type début de séjour, fin de séjour, et puis des informations beaucoup plus détaillées sur les codes prestations à facturer et toutes les informations relatives au contexte de facturation. Une nouveauté de la V2 pour les cliniques privées et pour pouvoir facturer les actes des PS libéraux en séjour, on va avoir besoin de renseigner l'adhésion de ces professionnels de santé au compte honoraire de la clinique et si ces professionnels de santé sont en statut Optam ou Optamco. Donc ça veut dire que les cliniques privées doivent avoir un ou plusieurs référentiels qui contiennent ces deux notions pour pouvoir alimenter ces deux notions quand il va y avoir l'acquisition des prestations, parce que ces informations vont être importantes pour savoir sur quel compte facturer. Donc ça, c'est pour le compte honoraire. Ou alors ça serait le compte de l'établissement. Donc ça, c'est un choix d'organisation entre l'établissement et les PS. Et pour savoir s'il fait partie ou non du dispositif Optam-Optamco. Ce qui fait qu'en version 2, la structure de nos XSD ont évolué pour ajouter ces informations-là. Après avoir acquis tout ce qui concerne les prestations, on va pouvoir solliciter l'annuaire pour interroger le web service SIM
juste après. Donc là, on récupère l'adresse qui sera utilisée et on va pouvoir solliciter le service SIM. Le service SIM, donc ça veut dire préparer la demande, émettre la demande, exploiter la demande. Donc c'est toujours les mêmes étapes. Et donc là, tout est spécifié de manière détaillée pour ce service. Voilà, pour savoir ce qu'on a récupéré, enfin ce qu'on a envoyé, ce qu'on a récupéré. Et en fait, ce service va permettre d'avoir le dernier sous-processus de cette étape, qui est celui auquel on veut aboutir, c'est évaluer le montant potentiel de la prise en charge de l'AMC en séjour. Donc là, en fait, on va calculer le reste à charge potentiel et envoyer une information aux bénéficiaires de soins, enfin transmettre aux bénéficiaires de soins l'information de ce reste à charge. Le service SIM, donc il est bien que dans le cadre des séjours hospitaliers, c'est une simulation, on l'a assez dit. Et en fait, pourquoi c'est une simulation? Parce qu'il se base sur des prestations qui peuvent être prévisionnelles et surtout, il n'y a aucune garantie de paiement à ce niveau-là. C'est vraiment, ça reste une simulation. L'AMC ne s'engage pas au niveau de ce service. Troisième sous-processus de la mise en œuvre des téléservices, c'est PSO, donc c'est pour préparer la sortie du bénéficiaire de soins. Ce service ne s'applique qu'en séjour parce qu'en fait, il est là pour indiquer la sortie d'un bénéficiaire de soins, la fin d'un séjour d'un bénéficiaire de soins. On va, dans ce processus, acquérir les informations sur les prestations, mais on les acquiert de manière très générale, c'est-à-dire le date de début de séjour, date de fin de séjour. Il n'y a aucun détail de prestation. On n'a pas les codes prestation ne sont pas du tout détaillés. On va solliciter l'annuaire et pour récupérer l'URL d'appel et on va solliciter le service SIM, donc le même service que pour la simulation, mais en contexte de sortie. Alors, en fait, c'est le même service, mais en fait, c'est de manière très allégée. C'est-à-dire que on va avoir une structure très allégée, beaucoup de champs et de balises qui ne sont pas nécessaires, pas de détails de prestations, mais en gros, c'est le même service qui vous répondra derrière. Donc tout ça, c'est détaillé aussi dans nos structures de XCD, dans le modèle de données. Et donc le but, c'est d'indiquer systématiquement à l'AMC qu'un bénéficiaire est sorti quand il a fini son séjour. Et le dernier sous-processus de CEL, c'est l'obtention de l'engagement de l'AMC par rapport à des prestations. Donc, on acquiert les informations, cette fois-ci, sur les prestations réalisées. Il n'y a pas du tout de prestations prévisionnelles. On va avoir, comme dans SIM, le fait de récupérer les informations d'ordre général, le fait d'avoir le détail des prestations qui sont réellement facturées et tout ce qui est en lien au contexte de facturation. De la même manière, avec la V2, c'est la même structure. Donc, de la demande CLC va avoir évolué pour intégrer les notions de compte honoraire et d'optam optaco pour les actes des PS libéraux en séjour des cliniques privées. Donc c'est toujours sur la base de ce référentiel historisé qui doit être mis en œuvre dans les cliniques privées. Une fois que les prestations ont été déterminées, on va solliciter l'annuaire pour récupérer l'URL et on va pouvoir appeler le service CLC en préparant la demande, émettant la demande et en exploitant cette demande. Ce qui va nous permettre, quand on aura récupéré les informations transmises par l'AMC, d'évaluer le montant de la prise en charge par l'AMC. Donc prise en charge réelle par l'AMC. Et donc le reste, on va pouvoir calculer le reste à charge à payer par le bénéficiaire de soins. Donc du coup, on calculera ce reste à charge et on va pouvoir transmettre l'information au bénéficiaire de soins. Donc, le calcul en ligne CLC, ça permet d'être informé le montant pour lequel l'AMC s'engage à prendre en charge en tiers payant pour un bénéficiaire de soins par rapport aux informations qui auront été transmises précédemment. Il va porter uniquement sur des prestations réalisées. À la sortie, l'ETS pourra déduire le montant éventuel qu'il doit facturer au bénéficiaire de soins. Et avec la notion nouvelle de facturation intermédiaire, il faudra faire attention, c'est bien le cumul
des CLC pour chaque période de facturation qui permettra de déduire le montant total à facturer aux bénéficiaires de soins. Donc, vous vous souvenez, il y a la facturation intermédiaire. Ça peut se cumuler avec des couvertures multiples avec des AMC différentes, en fait. Et donc, du coup, il y aura vraiment à prendre en compte c'est l'ensemble des CLC qui auront été sollicités auprès des AMC pour pouvoir avoir le montant final à présenter aux bénéficiaires de soins. Le calcul en ligne va aussi permettre de récupérer une information qui est le débiteur AMC. Donc l'AMC va transmettre quel est le débiteur AMC. Le débiteur AMC, il va être à transmettre dans les factures et du coup, il va aussi être utilisé pour le titre de recette dans le cadre des hôpitaux publics. C'est la personne morale qui est chargée d'exécuter le paiement de la créance. Pour utiliser les services en ligne AMC, il reste un dernier point. On a la possibilité d'annuler un CLC si nécessaire. Donc pour ça, on va solliciter l'annuaire et après, on va utiliser le service en ligne d'EL. Le service en ligne d'EL, il n'est à utiliser que si il y a eu un CLC qui a déjà été émis et que la DRE-ES-L n'a pas été émise, ou alors la DRE-ES a fait l'objet d'un RSP d'annulation. En fait, il a été rejeté, donc un 908R. Dans les autres cas, on ne pourra pas utiliser le service d'EL. On sera plutôt, si la DRE a été, la DRE-ES a été émise, on sera sur de l'annulation de facture. Et donc ça, on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de ce processus, dans le processus TR. Voilà pour la mise en œuvre des CLAMC.